Bonjour, bonsoir. Alors, on est très, très content d'être avec vous pour cette deuxième table ronde. J'ai le grand honneur d'animer cette table autour, à nouveau, de la question des mineurs. Et on accueille donc aujourd'hui Nikolai Postner, qui est coordinateur de la communication, c'est ça, pour Utopia 56. On accueille Xavier Crombé, qui est responsable du programme MSF France, et Aman Mohamed Saïd, qui est médiateur à l'Orsper Samdara et qui a également été médiateur, par exemple, au Secours catholique de Calais. Donc on va rebondir, on va continuer en fait sur ce qui avait été proposé dans la table précédente avec des témoignages, des expériences. On va aussi peut-être un peu se promener dans différentes régions. Et reposer toutes ces questions autour de ces mineurs non accompagnés, peut-être en repartant de vos cadres de travail, chacun d'entre vous, puisque ce sont 3 cadres très différents finalement, mais où vous allez toucher quelque chose de cette expérience avec ces jeunes. Donc je me tourne vers vous, Nikolai, pour nous dire voilà, comment Utopia 56, ou en tout cas dans le cadre d'Utopia 56, vous rencontrez la question des MNA. Alors, pour la question d'Utopia, on est souvent le premier interlocuteur après le dispositif d'évaluation. Alors, soit dans cette étape-là, soit même en amont, dans cette étape qui consiste à finalement orienter les jeunes qui sont aujourd'hui en errance dans nos rues vers le dispositif d'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune, quand il arrive à Paris, globalement, il est laissé à l'abandon. Et à un moment donné, il va potentiellement rencontrer des citoyens ou des associations qui vont l'orienter vers ces dispositifs-là. Ensuite, il va se faire donc évaluer à charge, c'est-à-dire que le jeune va être considéré menteur par défaut. Et ensuite, suite à cela, s'il est évalué majeur, il va donc se retrouver à la rue. Et donc là, pour nous, vous avez des équipes de bénévoles qui sont quotidiennement devant le dispositif d'évaluation pour récupérer ces jeunes qui sont remis à la rue et ensuite les orienter vers un deuxième dispositif qu'on a qui se retrouve tous les jours à Paris au niveau de l'hôtel de ville pour justement essayer déjà de rassembler ces jeunes, pour essayer de construire une cohésion et de ne pas les laisser seuls, et ensuite de les accompagner sur la mise en place d'un campement tous les soirs pour voilà, essayer à travers, au quotidien avec MSF, pour lancer des recours pour qu'ensuite ils puissent prouver leur minorité auprès du juge des enfants. Et donc voilà, on est cet interlocuteur citoyen qui essaye d'accompagner ce jeune à travers toutes ces procédures d'errance et d'abandon de l'État. Et ça, que ce soit à Paris, à Calais, à Rennes, à Lille. Et donc notre travail et notre engagement, c'est essayer au maximum de faire sortir ces jeunes de la rue. Vous avez cité justement MSF. Vous travaillez en réseau, par exemple, avec MSF sur ces questions ? Alors, effectivement, Utopia, on pourrait même dire que c'est Utopia qui nous a amenés en partie vers la question des mineurs non accompagnés, qui était une question nouvelle pour Médecins sans frontières. Hein. Ça a été rappelé par Euphrasi tout à l'heure dans la présentation de nos activités. Médecins sans frontières travaille plutôt à l'international et retourné en France au moment de la crise en 2015-2016. Je vais vous épargner l'historique, mais la question des mineurs non accompagnés en dialogue avec Utopia s'est posée comme cette population mineurs non accompagnés en recours. Et là, on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire la population dont parle Nikolai, c'est-à-dire ces jeunes qui, ayant été évalués, sont considérés comme majeurs et perdent. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui a mis en place ce dispositif d'accueil pour les mineurs non accompagnés, ce dispositif a été défini entre 2013 et 2016, et qui définit qu'un jeune bénéficiera de la protection de l'enfance s'il est reconnu comme mineur à l'issue de cette évaluation, mais il a droit à un recours. Or, le fait d'être remis à la rue empêche de fait toute possibilité d'accéder à ce recours. C'est-à-dire que du jour où il est à la rue et où il va dépendre essentiellement de la bonne volonté et de l'aide qu'il va pouvoir rencontrer auprès d'acteurs associatifs,
tels qu'Utopia, les Midi Dumi, la TIMI et d'autres qui ont été présentés aujourd'hui, et Médecins sans frontières, pour permettre cet accompagnement vers le droit au recours, c'est-à-dire le fait de pouvoir se représenter devant un juge pour enfants, qui va éventuellement, sur des critères de vulnérabilité, mais aussi sur le réexamen de documents complémentaires, de papiers, etc., juger si ou non l'évaluation a été fautive, et donc si le jeune peut au final bénéficier de la protection de l'enfance. Mais sans cet accompagnement, le recours serait une fiction. Et c'est... Or, la question de départ, et c'est, je pense, une question qu'il faut qu'on travaille sur cette table ronde, c'est les critères sur lesquels repose cette évaluation. Et très clairement, je me souviens que Pascal Brice, qui était en charge, qui dirigeait l'OFPRA, au moment de quitter son poste, lors d'une interview, avait dit dans un cadre de politique migratoire restrictive, le droit d'asile ne peut pas survivre. Et on peut dire la même chose de la protection de l'enfance pour les mineurs étrangers, c'est-à-dire que dans un cadre de politique migratoire restrictive, la protection de l'enfance devient un régime protecteur, mais aussi une logique d'exclusion, puisque tout migrant qui se présente comme mineur va être soupçonné de vouloir bénéficier du système, de profiter de ce régime de protection au même titre que l'est celui du titre de statut de réfugié. Et donc la procédure d'évaluation tend à devenir une procédure de tri et d'exclusion de jeunes qui demandent à être reconnus comme mineurs pour bénéficier de cette protection. Et dès lors que c'est une logique d'exclusion, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas été reconnus mineurs, eh bien ils perdent tout. Ils perdent tout, c'est-à-dire qu'on leur dit allez vous n'êtes pas mineur, allez donc vers les dispositifs de protection, les dispositifs d'accueil pour majeurs, c'est-à-dire les CHU, le 115, etc. Et quand ils s'y présentent, la réponse de ces établissements, c'est sur la base de leurs papiers, mais non, tu es mineur, on ne peut pas t'accueillir. Et donc ils rentrent dans une logique complètement absurde où ils ne peuvent pas bénéficier de la protection de l'enfance parce que reconnus majeurs, mais quand ils veulent bénéficier ou ils se présentent pour bénéficier d'un accueil dans les structures réservées pour les majeurs, on les renvoie à leur minorité. Et donc, ils sont une espèce de patate chaude comme ça, qui est renvoyée d'un dispositif à l'autre, sans aucune capacité à faire valoir leurs droits. Et nous, on intervient dans ce moment-là, dans ce flou-là, et c'est le début de quelque chose. La minorité est au fond, la question de la minorité est au fond un point d'entrée, parce qu'une fois qu'on a pris en charge ces jeunes, eh bien, va se révéler leur histoire, leur vulnérabilité. Et au fond, la question de la minorité-majorité, qui est un départ très administratif, au fond, cache tout ce qui fait que ces jeunes ont besoin profondément d'une aide. Et que cette aide, dès lors qu'on enclenche une aide psychologique, une aide médicale, va révéler tout un monde qu'il s'agit d'accompagner, de soutenir vers une protection quelle qu'elle soit au fond. Ce couperet de la minorité-majorité est quelque chose qui devient, pour des jeunes qui ont fait un parcours où ils ont dû changer d'identité sans cesse pour pouvoir arriver, ils ont dû passer par des pays où ils ont dû se faire passer pour majeurs pour avoir le droit de passer dans certaines cases, pour pouvoir être accompagnés d'autres majeurs, se retrouvent tout d'un coup à jouer, à changer de rôle pour pouvoir rentrer dans une protection de l'enfance. Tout ça, au fond, sont des cadres qui contribuent à une fragilisation encore plus grande de ces individus, de ces personnes qui sont assignées à des identités, à des définitions, qui passent de côté la réalité de leur histoire, de leur enfance aussi, de leur parcours, de combien de temps ils ont passé en exil avant de pouvoir simplement demander une possibilité, quelle qu'elle soit, de pouvoir se reposer et finir leur périple en France. Donc, merci d'avoir rappelé que ces catégories sur lesquelles tout ce système fonctionne, de minorité, majorité, puisque donc vous travaillez avec ce qu'on appelle les mijeurs, par exemple, on va revenir aussi là-dessus, sont des constructions administratives, ce sont aussi des constructions historiques et culturelles, puisqu'on est là avec des
typiquement des productions qui n'existent pas nécessairement, des catégories qui n'existent pas nécessairement dans d'autres pays, ou bien qui ont été créées récemment. Je repense au cas de l'Afghanistan, qui a créé cette notion de minorité assez tardivement, finalement, pour des raisons aussi administratives. Donc on est là dans des catégories qui vont avoir des impacts effectivement immédiats sur les politiques et sur les représentations, qui peuvent participer de la violence structurelle dont on parlait précédemment. En attendant, donc vous avez, pour nous préciser un petit peu plus ce que fait MSF autour de ces questions de mineurs, vous avez donc assez récemment commencé une action directement pour eux en ouvrant des centres, je crois, qui sont des centres d'accueil pour ces mineurs, donc ces jeunes dont on ne reconnaît pas la minorité et qui se retrouvent dans cet entre-deux très complexe où ils ont besoin effectivement d'un accompagnement. Oui, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup dévié par rapport à votre question initiale, je m'en excuse. C'est là où vous m'avez posé la question du partenariat avec Utopia. De fait, MSF a ouvert des centres, d'abord à Pantin, un centre d'accueil de jour, et puis en s'appuyant sur les références, c'est-à-dire que c'était des acteurs tels qu'Utopia qui repéraient ces jeunes dans les rues et qui les référaient vers le centre, monté par MSF, en partenariat aussi avec le COMED, il faut le dire, qui réunissait, Euphrasie en a parlé, une équipe de psychologues, des infirmiers, une juriste également, qui est là d'ailleurs, qui est devant l'exposition d'MSF à l'entrée, et qui voit arriver ces jeunes avec d'ailleurs les motifs de refus de leur minorité qui leur ont été donnés à l'issue de l'évaluation, où rentrent des critères tels que manque de cohérence dans le récit, manifestement non mineur sur des critères au faciès, bien entendu, enfin, ce genre de remarques. Et donc il faut travailler à partir de là l'accompagnement, enfin voilà, de ce jeune vers la reconnaissance. Or, il y a la question évidemment de l'hébergement, ce que Phrasié avait rappelé tout à l'heure, qui se pose, et c'est là où on a travaillé réellement en partenariat avec Utopia, qui avait une expérience en la matière et un réseau de bénévoles sur lequel on pouvait s'appuyer également. Et donc, c'est avec Utopia qu'on a monté ces trois maisons aujourd'hui en région parisienne. On en a ouvert une autre à Marseille, et puis on va ouvrir un autre centre de jour à Calais, là aussi en partenariat avec d'autres associations, mais avec une spécificité à Calais, c'est que là on s'adresse à des jeunes qui ne sont pas encore sûrs de vouloir s'inscrire dans la protection de l'enfance en France, mais qui eux se dirigent pour la plupart vers l'Angleterre. Et c'est là aussi où on voit la complexité de cette catégorie mineure-majeure, c'est-à-dire qu'ils invoquent leur minorité quand ils veulent bénéficier d'une protection en France, ils doivent la cacher si leur objectif c'est de poursuivre leur route pour ne pas être assignés en France, alors que eux, leur rêve c'est éventuellement l'Angleterre. Et donc là encore, on se retrouve avec des jeunes très jeunes à Calais, mais qui eux essaient d'échapper, veulent à la fois du répit et de la protection, mais ne veulent pas se faire reconnaître comme majeurs parce que c'est pas ça leur objectif. On va parler de ces jeux, de ces interstices, mais avant, je me tourne vers Aman. Ça serait intéressant de présenter, je crois, d'abord l'institution dans laquelle tu travailles aujourd'hui, Aman, et peut-être aussi de reparler justement de ton expérience à Calais, parce qu'on va effectivement voir que cette question des MNA, cette question aussi de tout ce que ça engage et des stratégies d'acteurs aussi sont différentes finalement en fonction des territoires. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Aman Mohamed Saïd, ancien médiateur ou interprète au Secours Caritas de Calais. Actuellement, je travaille à l'Orsper Samdra Observatoire de santé mentale à Lyon. Je vais essayer de parler un peu, même aussi, je suis un migrant étranger, avant je fais demande d'asile, statut réfugié. En même temps, je suis devenu médiateur ou interprète pour accompagner les personnes qui viennent d'arriver en France. En même temps aussi, j'accompagne les personnes qui accompagnent les personnes étrangères. L'observatoire sur la santé mentale à Lyon, c'est concerné par les personnes qui accompagnent avec moi, c'est un psychologue, une médiatrice, une coordinatrice. Il y a aussi une équipe pluridisciplinaire
de 20 personnes qui sont des sociologues ou psychiatres ou aussi des chercheurs. Du coup, l'idée, c'est de faire accompagner un peu pour sensibiliser sur la santé mentale, comment aussi casser les préjugés sur la santé mentale pour aider les personnes concernées par l'immigration. Mais je reviens sur à Calais. Quand j'ai travaillé à Calais pendant 2 ans, depuis 2018 jusqu'à fin 2019, c'était différent par rapport aux demandes d'asile, surtout les mineurs, parce qu'ils ne veulent pas partir à Saint-Omer, qui est l'endroit qui est dirigé par FTDA, France Terre d'Asile. Du coup, parce que leur raison de ne pas aller là-bas, parce qu'ils ont peur de ne pas faire demande d'asile en France. Parce que après ce qu'on fait demande d'asile en France, même si on est reconnu comme un mineur, ils n'ont pas trouvé leurs droits. Ils pensent que parce que la question d'argent, la question de travail, quelqu'un par exemple qui ne parle pas français, il devait faire une formation comme en France avec la mission locale. Du coup, toute cette crainte, la peur, les personnes qui ont fait demande d'asile déjà en France, ils parlent avec les personnes qui sont à Calais. Donc, pour ça qu'ils ne veulent pas faire demande d'asile en France. Du coup, à chaque fois qu'on parle avec les personnes qui sont à Calais, en disant que vous pouvez faire en France, c'est la France, c'est le droit du pays, vous aussi pouvez avoir le droit, le travail, tout ça. Ils disent que non, c'est ça, c'est que des blabla, on peut pas rester en France. Parce qu'on part en Angleterre, tout de suite on peut avoir le logement, tout de suite on peut avoir le travail, tout de suite on peut avoir aussi la famille. Et en plus, on parle un peu l'anglais. On n'est pas les francophones, on est les anglophones. Il y a aussi la communauté qui joue. Après, les majorités des mineurs qui essayent d'aller en Angleterre, les majorités, ils ne sont pas, indépendants. Ils sont dépendants de leur famille ou leurs amis, les personnes qui sont payées pour eux, venir en Europe. Depuis que leur départ, ils savent quel pays ils vont partir. Que le seul moyen qu'ils peuvent empêcher de ne pas aller en Angleterre ou de ne pas faire demande d'asile en France, que ce qu'ils ont les empreintes en Italie. Est-ce que, puisque à Calais, on sait qu'il y a, même avec des changements, des communautés qui reviennent, par exemple la question des Érythréens qui, pour une grande partie, veulent partir en Angleterre, avec la présence, bien sûr, à nouveau, avec des changements, puisqu'en ce moment, par exemple, on a une grosse communauté de Soudanais. Il y a eu des grandes communautés, des communautés importantes de Kurdes, d'Afghans, etc., etc. Mais cette présence des Érythréens qui veulent ensuite aller en Angleterre, pour elle se pose précisément la question de l'âge. C'est une communauté extrêmement jeune, souvent une des plus jeunes. Nous, on a rencontré, et toi, qui est un médiateur privilégié, puisque tu parles tigrinya et l'arabe soudanais avec ces populations. Donc, comme médiateur, cette question de l'âge, est-ce que c'est quelque chose qui vient dans tes rencontres avec cette population, sachant ce sont des mineurs pour beaucoup, est-ce que cette question de la majorité, de la minorité, sur le terrain de Calais, comme médiateur, tu la rencontres? Oui, effectivement, il y a cette question toujours, parce que ça dépend des personnes, par exemple. Ce n'est pas tous qui ont le même cohérent. Certaines personnes, quand ils sont arrêtés par la police, qu'ils déclarent comme un mineur parce qu'ils ne veulent pas reconnaître comme un majeur, soit ils vont prendre les empreintes pour rester en France. Et certaines personnes aussi, ils font exprès, quand il faut demander demande d'asile, ils déclarent comme majeur. Mais c'est très complexe parce que ça se voit aussi de leur apparence, qui sont mineurs, très mineurs, même quelquefois ils sont 17 ans, 16 ans. Du coup, ils veulent faire demande d'asile en France. Ils déclarent 23 ans, 24 ans. Donc là aussi, ça vient du problème de récit parce qu'ils ne sont pas appris leur récit juste parce qu'ils veulent déclarer 23 ans ou 24 ans pour éviter de ne pas, je sais pas, après, parce qu'eux, ils veulent jouer entre guillemets pour l'avenir parce qu'ils veulent déclarer, comme ils sont mariés, ils veulent déclarer aussi pour avoir le travail facilement et aussi pour peut-être qu'en attendant, on peut toucher les RSA pour ne pas être dépendant je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses pourquoi je ne peux pas dévoiler leur tactique, comment ils peuvent protéger.
on ne le demande pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien sûr des positionnements complètement différents par rapport à cette question de la majorité et de la minorité. Et donc, on est parti avec le cas de figure dont parlaient Nicolas et Xavier, qui est à l'inverse, voilà, des situations extrêmement critiques parce que ce sont plutôt des mineurs que vous rencontrez qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur majorité, qui sont donc laissés à la rue, sans protection, alors qu'ils relèvent pourtant en principe de la protection de l'enfance. Et donc il y a un décalage absolument énorme avec leurs besoins, en l'occurrence, pour ceux que vous rencontrez. Ouais. En fait, moi, par exemple, même si j'ai quitté Calais depuis 2019, je n'ai pas quitté la distance. Oui. Je reçois beaucoup des appels. Mais en même temps, aussi, de temps en temps, j'ai eu la chance de faire un peu de déplacement pour raconter les personnes. S'ils partent à la police, par exemple, les polices, les interprètes ou les interprètes qui travaillent avec les polices, ils ne sont pas comme nous. Mm-hmm. Ils sont peut-être qu'ils sont soumis de, je sais pas, par exemple, j'entends toujours les personnes qui disent que l'interprète il a augmenté mon âge, l'interprète il a fait ça et ça. On va revenir sur la question de la langue. Elle a été un tout petit peu abordée tout à l'heure. C'est très très important en fait dans cette question-là. On va revenir peut-être juste après être passé un petit peu par ce dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, la question de la langue, de l'interprétariat, de la médiation, elle va être essentielle ici, surtout avec des langues avec lesquels on a peu d'interprètes, par exemple le tigrinya, typiquement pour l'Érythrée. Donc je vais juste redonner la parole à Nicolai. On a l'impression que, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans la table ronde précédente, la situation s'est raidie de plus en plus en quelques années. Est-ce que vous voyez les évolutions à travers vos actions ? On sait bien sûr fin 2019 qu'il y a eu ces appels de la plupart des associations pour dénoncer finalement l'incroyable difficulté pour beaucoup de ces jeunes de rencontrer les instances d'évaluation, l'ADEMI, la PMI, enfin en fonction de là où on se trouve. Donc cette question aussi de ces instances dont est confiée la gestion finalement, l'évaluation d'abord à la Croix-Rouge, aujourd'hui à FTDA pour ce qui est en tout cas de la mairie de Paris qui vient de changer d'interlocuteur de ce point de vue-là et de gestionnaire. On sait à quel point tout ça est complexe. Beaucoup d'associations dénoncent un circuit qui est absolument violent, qui finalement va mettre à l'écart de manière extrêmement rapide des jeunes qui ensuite se retrouvent dans cette espèce d'entre-deux qui est extrêmement fragilisant. Donc, est-ce que vous voyez, vous, une évolution ? Et où seraient les évolutions positives possibles ? Est-ce qu'il y en a ? Alors, les évolutions, c'est évident, mais ça ne considère pas seulement les jeunes. C'est les jeunes et les moins jeunes, parce que de manière générale, on est sur une politique dissuasive qui a cette tendance à essayer de repousser au maximum les personnes qui arrivent sur notre territoire. Et en fait, la question de la minorité ne vient pas répondre autrement à cette direction-là, c'est-à-dire on fait tout notre possible pour essayer justement d'empêcher les personnes de venir s'installer. Ça, nous, on le voit d'autant plus qu'on est dans la rue, qu'on accompagne ces jeunes sur des campements et qu'il faut savoir qu'à Paris, ces jeunes se font déloger tous les soirs. Et déloger, c'est-à-dire une présence policière qui peut arriver le soir, comme la nuit, comme au petit matin, avec toujours cette volonté de l'État de les repousser le plus loin possible et de les invisibiliser. Et c'est justement là-dedans que nous, on a ce rôle-là d'essayer de les rassembler, de faire de faire force ensemble pour pouvoir s'opposer à ces politiques de dissuasion. Puisque d'une certaine manière, ce que moi j'aime bien dire, c'est que l'âge finalement m'importe peu. Je ne suis pas là pour dire qui est mineur, qui est majeur, est-ce que c'est mon rôle, quel droit j'ai finalement à avoir ça, enfin à définir ça. C'est se dire, il y a des droits, que tu sois mineur ou que tu sois majeur, ils doivent être respectés. Ton droit à la dignité, c'est écrit dans les conventions internationales, que tu sois mineur, que tu sois majeur, ça doit être respecté. Et que tu aies 19 ans ou 17 ans, finalement, la réalité est la même. Et finalement, l'État fait la même chose, c'est-à-dire que pour lui, que l'enfant ait 17 ans ou 19 ans, il le traite de la même manière.
Et donc voilà, on essaye de faire ce travail d'opposition justement à cette violence dissuasive qui malheureusement s'intensifie, que ce soit en France et en Europe. J'aimerais souligner, peut-être vous avez sûrement vu, mais que hier, il y a des personnes qui ont essayé de traverser la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Il y a au moins 18 morts. Il faut imaginer qu'au travers de ces personnes décédées, et finalement peu importe leur âge, il y avait beaucoup de mineurs. Et donc voilà, cette violence, elle est continue, elle s'intensifie. Et pour faire le petit parallèle, c'est que on en a parlé tout à l'heure, Camille en a parlé rapidement, mais donc en ce moment, on a un campement place de la Bastille, donc avec une soixantaine de jeunes qui sont dans ces procédures de recours, donc qui essayent de se faire reconnaître mineurs. Et la seule réponse de l'État à ce campement, qui est un campement déclaré, c'est-à-dire qu'on a déclaré une manifestation de jour et de nuit, 24 heures sur 24, et donc tous les 5 jours, en fait, on la renouvelle. Et donc la seule réponse en 30 jours de l'État, ça a été le ministère de l'Intérieur qui a saisi le Conseil d'État pour interdire la manifestation en disant que mettre des mineurs sous tente était indigne. Voilà. Donc c'est cette violence continue envers ces jeunes-là, sans à aucun moment, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire considérer cette personne, considérer son parcours, considérer ses émotions, l'écouter. Et donc voilà, l'État perd à la fois de son accueil, de sa bienveillance, de son écoute. Alors je ne sais pas si elle a été existée à un moment donné, mais en tout cas, au quotidien, c'est ce qu'on voit au travers de ces jeunes. Et heureusement que derrière, en parallèle, et c'est ce qu'on essaye de faire à Utopia, il y a une mobilisation citoyenne, il y a des accueillants qui viennent justement essayer de passer outre ces difficultés pour pouvoir accompagner au mieux et dire vous n'êtes pas seul. Et alors justement, cette mobilisation citoyenne, parce que là aussi, il y a une évolution quelque part. Est-ce que avec cette violence du contexte qui ne cesse de s'amplifier, ce cynisme même dont vous venez de donner un exemple criant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une mobilisation citoyenne qui s'ancre de plus en plus, sachant qu'elle est probablement aussi elle-même menacée par des formes d'épuisement, j'imagine. En tout cas, on le voit bien dans les associations elles-mêmes, que ce soit les bénévoles, que ce soit aussi même les salariés d'associations. C'est dans un contexte tellement adverse qu'il y a des formes, bien sûr, d'épuisement. Mais est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'à force de mobiliser ce réseau citoyen qui finit par être la seule possibilité de réponse finalement aux défaillances extrêmes de l'État, est-ce que là, il y a quelque chose qui est d'autant plus fort qu'on arrive à accueillir mieux? Il y a une direction, mais on est loin de pouvoir répondre aux besoins. Et que de toute façon, il va falloir la nécessité de changements politiques sur ces questions-là. Je veux dire, de toute façon, nous, je pense de manière générale à Utopia, on ne conçoit pas des solutions sans la liberté de circulation et d'installation des personnes. C'est-à-dire que toute autre solution sera un mensonge. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y arriver sans les politiques. Après, c'est en effet la responsabilité des citoyens de pouvoir s'emparer de ces sujets-là pour pouvoir pousser finalement des changements politiques dans cette direction. Mais en tout cas, ce qu'on voit au quotidien, c'est qu'en effet, cet engagement citoyen permet l'accompagnement des jeunes, permet à ces jeunes de se reconstruire, de se construire et de pouvoir construire un commun en société. Donc en tout cas, c'est notre meilleur espoir et c'est là-dessus qu'on mise. On va y revenir. En attendant, MSF parlait d'une nouvelle maison à Calais. Il y a une maison à Marseille qui existe, 3 maisons à Paris. Donc quelque chose aussi qui est de plus en plus important. Et c'est probablement aussi parce que le besoin est de plus en plus important ou parce qu'on le cible de plus en plus. Juste pour décaler, le point de départ de cette table ronde qui s'intitulait « Bons migrants, mauvais migrants », elle est aussi partie de ce questionnement qu'on avait tous ressenti au moment du début de la guerre en Ukraine, et où il y a une position très forte, pour le coup, de l'État, mais aussi des autorités, des collectivités territoriales, des villes, etc., pour dire accueillons ces réfugiés ukrainiens. Et pour beaucoup d'acteurs qui s'occupaient des non-ukrainiens, c'est-à-dire qui s'occupaient des migrants d'Afrique subsaharienne, d'Asie, d'Afghanistan, d'Asie du Sud, etc., depuis des années, on
pouvait à la fois évidemment se réjouir de ce revirement, en tout cas de cet accueil inconditionnel pour les Ukrainiens, et en même temps avoir la pilule assez amère en se disant que, enfin, voilà, on a tous ressenti évidemment ce sentiment de deux poids deux mesures, c'est-à-dire que selon la nationalité qu'on avait, la couleur de peau qu'on avait, bien entendu, l'accueil n'était pas le même. Mais ce qui est important quand même de noter dans ce qui s'est fait là, c'est que l'État s'est engagé à l'accueil, mais il s'est surtout appuyé sur la solidarité citoyenne pour le faire. Ce qui veut dire que l'État avouait par la même occasion qu'il n'avait pas les moyens seuls de faire cet accueil et que cet accueil devait être citoyen. Beaucoup de citoyens y ont répondu. Donc je pense qu'il faut aussi entendre là pour nous que l'espoir du grand soir où l'État tout d'un coup s'emparerait de l'accueil n'est pas pour demain, et il n'est sans doute pas souhaitable. C'est-à-dire qu'au fond, souhaitable parce que d'une part parce qu'il y a une telle tendance au cours de ces dernières décennies à casser les ressources d'accueil qu'aujourd'hui elles ne sont plus disponibles, et c'est bien dans les réseaux citoyens qu'elles existent, que malgré tout ce réseau citoyen, comme vous le disiez, il s'épuise. Ce qui fait la grande différence, c'est que dans le cas de l'Ukraine, l'État travaille ou propose de travailler avec les citoyens, avec les mairies, avec les différents niveaux administratifs. Dans le cas des non-ukrainiens, c'est contre les réseaux solidaires, ou en tout cas les réseaux solidaires ont l'impression de s'épuiser, soit dans un silence, soit dans une forme d'obstruction, des accusations sans fin de militantisme, etc. Et que si je ne crois pas à ce jour où l'État tout d'un coup s'emparerait de la question et viendrait résoudre le problème, qui est l'État ? L'État, ça veut d'abord dire des éducateurs formés, des psychologues, des soignants, tout métier qui aujourd'hui sont en souffrance, qu'ils s'occupent de migrants ou non, enfin, que ce soit dans l'hôpital public ou ailleurs. Et donc la question, c'est comment on renverse la vapeur, et comment l'exemple ou la posture adoptée vis-à-vis de l'Ukraine, dont il faut se réjouir, des Ukrainiens, il faut s'en réjouir une fois de plus, pourrait bénéficier à d'autres, et que ce soit des formes de coopération, de travail ensemble, de réfléchir à une autre approche de notre société vis-à-vis du soin, vis-à-vis des moyens qu'on se donne pour accueillir dignement les personnes vulnérables qui se présentent à nous. On a sauté quelques questions. Bien sûr, c'est passionnant de réfléchir à l'Ukraine, même si on va avoir à réfléchir probablement à un accueil maintenant sur le moyen terme. Et voilà, on est déjà dans une deuxième phase après ce premier moment où effectivement 3 grands verrous finalement de l'accueil traditionnel ont sauté avec la question ukrainienne, autrement dit un droit de séjour, des possibilités d'hébergement, et vous l'avez rappelé, toute cette question de l'accueil citoyen finalement qui a été extrêmement important, cette mobilisation, et puis la question du droit, enfin de l'accès aux soins, ce qui est trois limites systématiques à l'arrivée, à l'intégration en France du primo-arrivant, et qui ont été levés finalement, ces 3 obstacles pour la question ukrainienne. Même si, bien sûr, la question de l'accueil différentiel est en soi scandaleuse, on ne peut que se réjouir de cet accueil pour les populations ukrainiennes. Et elles sont l'occasion, du coup, de réfléchir, bien sûr, à ces fameux verrous qui ne font que fragiliser et vulnérabiliser encore plus une population qui, de toute façon, est sur le territoire et qu'on a tout à fait intérêt à accueillir plutôt que de l'étouffer. On a avec ça un coût social et un coût individuel absolument dramatique. Donc je suis complètement d'accord avec vous, et je pense que c'est très intéressant effectivement de se dire finalement, on a bien vu avec l'Ukraine, l'État est le premier à appeler la mobilisation citoyenne parce qu'il en a besoin lorsqu'il faut commencer à accueillir à plus grande échelle, et là il l'a reconnu. Donc ça c'est absolument important. Pour revenir à quelque chose qui a l'air essentiel aussi dans cette question des mineurs, c'est la question des évaluations dont on parlait tout à l'heure, qui font l'objet quand même de grosses polémiques, de continuels recours, condamnations, demandes de réexamen, etc., parce qu'on sait très bien que
que ces modes d'évaluation, avec des marges d'erreur gigantesques, quand il s'agit par exemple des questions voilà, d'os et autres, on a 18 mois, je crois, de marge de manœuvre, etc. Donc ça, MSF aussi doit le voir et s'y confronter, j'imagine, si vous accompagnez les mijeurs pour de nouveaux examens. Voilà, ces évaluations des critères de majorité, donc, qui sont très sujets à caution, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaidoyer extrême possible? Moi, je l'ai entendu par exemple au Centre Primo Levi. Il faudrait sortir complètement de cette idée de majorité et de minorité. Voilà. C'est une... C'est une question difficile, c'est-à-dire que on en sort. Enfin, la réalité, c'est qu'on en sort déjà de fait, c'est-à-dire que on ne peut pas. Dès lors qu'on prend des jeunes en recours, on suspend. Enfin, à la fois, on les accompagne dans leur capacité de faire valoir auprès d'un juge pour enfants leur droit à réexaminer leur situation, mais on refuse de conditionner notre accompagnement, le soin qu'on leur donne, à l'issue du recours. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a pu appeler la présomption de minorité, c'est-à-dire qu'ils puissent bénéficier le temps du recours d'une protection qui leur est déniée en première instance. Et encore une fois, c'est pour ça que j'avais rapproché avec la question des demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile qui se présente en France aujourd'hui, il est placé dans un CADA quand il y a de la place, et il se présente devant l'OFPRA. Si l'OFPRA estime qu'il n'est pas apte à recevoir le statut de réfugié, il peut déposer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et pendant le temps du recours, il est toujours en CADA, il continue à avoir une subvention minime, mais une subvention de l'État, à bénéficier en tout cas de l'accompagnement d'une assistante sociale. Ce n'est pas une situation facile, bien entendu. C'est souvent les CADA sont eux aussi en perte de financement, mais malgré tout, cette reconnaissance, cette présomption, elle existe. C'est-à-dire qu'ils sont accompagnés jusqu'à épuisement des recours. C'est l'inverse pour des mineurs, pour des populations, pas nécessairement plus, mais en tout cas certainement vulnérables, en tout cas plus jeunes, moins à même peut-être que les adultes de s'y retrouver dans le dédale administratif. Eh bien, elles perdent tout. Ces personnes perdent tout dès la première reconnaissance de majorité. C'est là aussi une distinction entre catégories qui redouble, à mon sens, la violence. Et comment, concrètement, qu'est-ce que propose de spécifique pour des jeunes, pour des mineurs? Qu'est-ce qui est proposé en termes de soins qui serait spécifiquement adapté donc à cet âge très, très spécifique, en termes donc de soins en santé mentale et également d'accompagnement par des médecins dans les centres de MSF? Mais la spécificité, au fond, je dirais, une fois qu'on ouvre la porte de la santé mentale, je me tourne vers mon amie Caroline, qui est psychologue, non pas un Médecins sans frontières, mais qui m'a ouvert à la question des MNA il y a plus de 12 ans. Donc c'était quand même déjà une vieille question, bien antérieure à la question de l'évaluation systématique. Parce que l'évaluation n'a pas toujours existé. Elle est récente et la situation politique et administrative que connaissent les mineurs aujourd'hui, elle a été créée par une loi en 2013-2016. Auparavant, on n'était pas sur ces modes d'évaluation-là. Donc du coup, la question de qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un enfant, quelle est sa spécificité, au fond, je veux dire, ça vous le savez mieux que moi en tant que psychologue clinicienne, démarrer une thérapie, c'est ouvrir la porte de l'enfance aussi. Donc, et encore une fois, ça, c'était évoqué d'ailleurs dans le film de Caroline Darrochi, certains qui le disent, comment ces jeunes qui arrivent marqués par la rue, par l'épreuve, qui ont été sur un mode de survie et de défense, ont des traits presque, s'exposent au discours du manifestement majeur, du fait de leur dureté, et la mise à l'abri, le cocon un peu protecteur, la bienveillance qu'ils peuvent rencontrer dans le cadre de nos accompagnements, de l'hébergement citoyen qui va s'ouvrir à eux. On voit leurs traits s'affiner, on les voit revenir
retourner à une forme d'enfance, dans une espèce de soulagement physique manifeste. Et donc là aussi, cette critère majorité-minorité est très difficile à ouvrir. Moi, ce que je vois, ce dont les psychologues qui travaillent dans le centre d'MSF témoignent dans les récits qu'ils font, de ce qu'ils partagent de leur accompagnement thérapeutique avec les jeunes, c'est ces immenses fêlures, certaines qui commencent dans des histoires familiales au pays et qui se poursuivent ou se redoublent dans la violence dont ils ont été les objets tout au long du parcours, aux mains de passeurs, dans les camps de détention libyens. C'est là aussi, Nicolas, il évoquait, on parle d'une dégradation de la situation. Parmi les éléments qui sont des éléments objectifs de la dégradation de la situation des jeunes qui arrivent, des jeunes et des migrants en général qui arrivent sur notre pays, c'est que les conditions de leur parcours se sont durcies. Aujourd'hui, la Libye, et MSF est en Libye, pénètre dans les camps de détention ou récupère les gens qui sortent de détention, qui sont victimes de torture, d'abus sexuels multiples. Enfin, c'est vraiment des conditions absolument infernales dans lesquelles ils sont passés, à laquelle se rajoute l'épreuve de la traversée de la Méditerranée pour beaucoup d'entre eux, qui font, au moment où ils arrivent, il faut en un sens entamer un travail avec eux, c'est passer par-delà les multiples couches de souffrance et d'expérience jusqu'à retrouver l'enfant qui a été massacré tout au long de leur histoire. La Raman, ça c'est un petit peu le quotidien, c'est-à-dire après, enfin en tout cas ce que vous voyez, après être passé à Calais comme médiateur dans le centre, aujourd'hui, donc le centre du Secours catholique, aujourd'hui c'est dans un centre de soins en fait que vous travaillez. Oui, en fait, effectivement, en même temps, je travaille aussi auto-entrepreneur comme interprète avec des différentes plateformes. Aussi, j'ai eu l'occasion de faire visiter, de raconter les personnes sur place individuellement. Du coup, je commentaire un peu ce que tu viens de dire par rapport à la Libye. La Libye, aujourd'hui, c'est un peu l'enfer sur Terre. Pour moi, je ne peux pas dire des choses, je n'ai pas des mots pour définir la Libye. Parce que les parcours, même moi, j'ai passé par la Libye, même les personnes qui sont passées après moi, tout ça, il n'y a rien à voir. Depuis 2017 ou 2018, après des passages de Daesh incontrôlables, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas personne qui peut gérer le problème, même pour les Libyens. Et imaginez pour les personnes qui traversent ce parcours, qui sont passés par beaucoup de tortures, même ils voient les personnes qui sont mortes devant eux, qu'ils ne peuvent pas enterrer sur la terre. Du coup, tous les personnes qui sont un peu quand même passées par des traumas. Quand j'entends même en tigrénien, même avec moi, je parle 3 langues ou 4 langues, je travaille pour 3-4 nationalités. Et ils ne se connaissent pas déjà, mais ils me définissent, ils me parlent comme s'ils se connaissent déjà entre eux. La situation brute comme telle, c'est très dur pour entendre. Du coup, ces personnes, même s'ils sont mineurs, même pour les adultes, c'est compliqué d'expliquer les parcours, aussi à définir comment il faut parler, comment il faut, même avec leur langue, c'est compliqué de parler la santé mentale. Tout à l'heure, tu disais que les psychologues, même nous, avec leur langue, on ne peut pas leur expliquer avec leur langue. C'est très complexe. Du coup, c'est moi, je ne sais pas, il y a la différence entre 2018 et 2019, aujourd'hui, surtout après le Covid, les personnes qui sont devenues fragiles parce que avant le Covid, il y avait un mois, il y a des contacts avec les personnes, ils peuvent déplacer pour avoir des informations, ils peuvent déplacer aussi pour trouver quelqu'un qui peut leur conseiller. Depuis le Covid, ils sont un peu perdus, ils sont devenus très fragiles. On voit aussi sur les réseaux sociaux qu'ils ont besoin d'accompagnement et il y a beaucoup de problèmes qui sont invisibles. Même si les associations ils font leur maximum de travail pour les accompagner. Et il y a par exemple les personnes qui sont ni mineurs ni majeurs parce que quand ils ont venu en France, ils ont demandé asile, ils étaient l'âge 18, je sais pas, 16 ans, entre 16 ans et 17 ans.
l'attente des marchés administratifs, le recours, ça prend presque 1 an ou 1 an et demi. Le jour qu'ils sont partis voir le juge, ils sont devenus majeurs. Donc, ils sont rejetés indéfinitivement. Ils ne savent pas de quoi faire. Donc, je ne sais pas, c'est la situation aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas pour désespérer, juste aussi l'idée de parler, de creuser comment il faut quand même réfléchir pour les personnes qui sont mineures et aussi les minorités qui sont invisibles, qui prouvent pas, je sais pas, ils sont pas capables de trouver des associations comme vous que vous faites le travail. Oui, il y a toujours la question, enfin, j'imagine que ça taraude toutes les associations, de savoir qu'on est aussi quelque part le haut de l'iceberg. On voit le haut de l'iceberg, mais qu'il y a une population qui est très, très difficile à joindre, à éventuellement accompagner, parce que elle échappe. Alors, il y a une partie qui veut échapper aussi, et puis une partie qui, de fait, n'arrive pas à contacter. On connaît là aussi des formes de traitement différentiel l'obliger parce que la situation est telle et qu'il y a toute une partie de la population qui est quasiment en errance, sans possibilité de langue, sans les informations. Enfin, le manque d'informations est un élément absolument clé aussi pour pouvoir s'orienter en France dans ce dédale de systèmes d'asile, que ce soit pour les mineurs et les adultes. Je me permets pour les personnes qui viennent, que j'entends toujours, ils ne savent pas faire distinguer entre l'État et les associations qui travaillent. Donc à chaque fois, ils sont perdus entre les autres. Par exemple, quelqu'un qui a fait demande d'asile, qui a ouvert le dossier, il faut aller, par exemple, telle association, il peut donner les guides, ou je sais pas, un GPS ou une carte, MAB, pour aller dans une autre association, et l'autre, ils ne sont pas capables de le gérer. Du coup, ils sont perdus entre temps et le rendez-vous, des fois, ils ratent le rendez-vous parce que des rendez-vous très importants, des fois, c'est peut-être qu'avec la préfecture, des fois aussi avec les associations comme FTDA ou Médecins sans frontières, ou comme vous aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a pas des explications de comment il faut faire demande d'asile aussi, et qu'est-ce qu'on fait après ou avant. Donc, toutes ces limites de l'information, finalement, aussi importantes. Mais ce que tu disais, c'est aussi quelque chose que tu portes beaucoup, c'est-à-dire que toi, tu considères que cette violence continuelle, que ce soit celle du parcours, donc, qui n'a cessé finalement de s'aggraver, que ce soit celle aussi du système lui-même, puisqu'on a rappelé finalement que ces lois sont récentes, qu'elles ont un impact absolument dramatique sur la fragilité et la santé des personnes. Et finalement, ce que tu dis, Aman, en rappelant à quel point la santé mentale de ces personnes est aussi fragile, même si c'est pas forcément la chose qu'elle montre immédiatement, hein, même si toutes n'arrivent pas dans une consultation, et c'est même assez rare finalement. Et finalement, c'est ce que tu ressors aussi de ça. C'est très complexe si on parle lié sur la santé mentale. Actuellement, je travaille avec beaucoup de professionnels sur la santé mentale. Déjà, c'est même pour les adultes, c'est un tabou. On ne peut pas parler, c'est très complexe. Et sur les mineurs, même leur langue, ils ne connaissent pas des mots. Qu'est-ce qui est, par exemple, des symptômes pour expliquer l'anxiété, le trauma, tout ça. Je ne suis pas un fou, pourquoi tu parles de ça? Je ne suis pas un fou. Et ils montrent qu'ils veulent la résilience, que je suis fort et je peux faire ça. En même temps, il est déprimé et peut-être qu'il a envie de se suicider. Il est parti jusqu'au bout. Il n'y a pas, limite après ça. Et c'est très complexe. Ils sont devenus, je ne sais pas, pour moi, je vois beaucoup de personnes qui sont, invisibles. Ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Et ce n'est pas seulement des marches. Je sais pas, j'ai pas des mots pour définir cette situation qui sont des personnes qui sont en train de vivre. Il y a aussi une chose qui est bien dite, c'est qu'il y a aussi, on sait bien culturellement, il y a des choses qui peuvent se dire, d'autres qui se disent moins. Comme on sait aussi, il y a des pays aussi où les langues où les larmes, sont intérieures. Hein. Il y a des formes d'expression qui se disent plus facilement que d'autres, et effectivement, on reste là dans quelque chose de très compliqué, d'autant plus que dire ou nommer la confusion intérieure, la violence intérieure d'un trauma. Enfin, Xavier a rappelé, et toi aussi tu as rappelé
voilà, ce que c'est que de voir des personnes mourir devant soi. Enfin, tous ces passages par la Libye qui ne laissent personne indemne, absolument personne indemne. Donc tout ça est tout à fait voilà, est ancré là dans les psychés. Et c'est vrai que ça pose des questions immenses ensuite. En fait, parce que pour l'État, pour les personnes qui soient reconnues ou n'est pas reconnues, ça c'est les questions d'âge, l'apparence. Après aussi, il y a les questions de récit pour être accepté. Les récits, c'est la personne il a eu la raison de quitter de son pays, qui peut avoir demande d'asile en France. Même s'il est passé des parcours très complexes qui sont par la Libye, les personnes qui te racontent que nous, on a bourré, je sais pas, par exemple, il n'y avait pas assez l'eau pour boire sur les passages, les desserts, tout ça. Eux, ils se mélangent avec l'essence pour boire. C'est pas, quand ils te racontent des genres comme ça, et il vient un Calais lors des requins de l'eau qui sont mélangés avec les gazés, ou qui sont gazés par les policiers. Il dit, cette violence, j'ai jamais vécu dans mon pays, j'ai jamais vécu dans le passage. Et sans le petit geste qu'il a fait, cette violence, ça me fait penser tout ce que j'ai passé de mon parcours. Donc, il y a les échos que tu peux recevoir une claque, en tant qu'interprète ou médiateur. Et en même temps que malgré la situation, ça ne change rien du tout. La situation s'aggrave plus en plus. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec les chercheurs ou comme vous. Et je peux me témoigner aussi, je peux apporter des idées, comment on peut aussi, on change la situation, peut-être que pour l'avenir, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est important de rappeler cette triple violence, la violence qui a été vécue au pays, la violence du parcours dont on vient de parler, et puis la violence institutionnelle qui, à nouveau, va redoubler, parfois même réveiller avec une violence inimaginable voilà, tous ces traumas. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tu fais partie d'une institution qui a décidé de créer un espace précisément pour écouter ces jeunes, avec l'Orsper Samdara et l'Observatoire, etc., donc de Lyon. Je remarque aussi que des choses se créent. Et finalement, voilà, les institutions, ce n'est pas que l'État. Il y a aussi le droit commun à l'hôpital, cette institution-là. Il y a aussi d'autres formes d'institutions qui ouvrent des espaces, qui essayent de produire aussi quelque chose de nouveau. C'est aussi là aussi je voulais vous poser une question, c'est-à-dire que cette question des mineurs, quand on en parle, et la question du contexte, on a l'impression effectivement d'un cul-de-sac ça devient absolument... Mais il y a des choses qui se créent, d'autres espaces, d'autres formes de résistance. Il y a quand même eu un bel appel à la résistance tout à l'heure avec Camille. Finalement, fini l'État papa, continuons. Enfin, il n'y a rien d'autre à faire, probablement aussi. Mais je crois qu'en fait, ça dit plus de choses aussi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes d'action possibles aussi. On l'a rappelé avec cette ambiguïté de l'action face à l'Ukraine, de l'État en tout cas. Donc c'est un peu la question que je voudrais vous poser. Depuis, il y a vraiment une grande histoire d'Utopia avec la question des migrations. Vient se poser la question des mineurs. Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles voies, des nouvelles propositions, ou bien est-ce qu'il n'y en a pas finalement? Pareil pour MSF, là il y a des nouvelles mises en réseau quand même. Est-ce qu'on arrive quelquefois à être dans le droit commun typiquement? Est-ce qu'on peut faire imposer des choses, ouvrir un certain nombre de choses? Globalement, c'est ce qu'on essaye de construire, ces différents rapports de force, et que ce soit au travers de nous, que ce soit au travers des communes, des villes, et voir comment chacun peut justement donner sa part à l'édifice. Et malheureusement, s'il reste quand même des zones de bataille et puis pas mal de gens qui se mobilisent, on voit des entraves de l'État qui, en fait, se dégradent en fait, sur les institutions plus petites. Si on prend d'autres exemples comme la Bulle qui avait permis d'accueillir une structure de premier accueil à Paris, elle a été entravée par l'État, en partie détruite. À Grande-Sainte, pareil, il y a eu une initiative, elle a été détruite. Et ça, en fait, ça se répercute sur le long terme. C'est-à-dire que finalement, on construit une sorte de peur de l'initiative. Et donc, ce courage-là,
on en a besoin en permanence et c'est ce qu'on essaye de pousser au sein des institutions et notamment par exemple avec le campement en ce moment, avec la ville de Paris qui en effet n'a pas l'ensemble des responsabilités des questions des mineurs isolés à Paris. En revanche, elle a un rôle et elle a un rôle de porter la voix, de porter une voix et de faire justement ce combat contre le gouvernement. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment cet esprit, en tout cas, qui est là, de se dire, il reste des choses à faire, on peut le faire, et comment faisons-nous Et on voit, il y a des initiatives. La dernière fois qu'on avait fait un campement pour les mineurs isolés, la mairie de Paris avait notamment poussé l'État, au travers des associations, mais avait finalement poussé l'État à ouvrir un dispositif. Donc ça a été un petit dispositif, et donc maintenant on se bat pour que ce dispositif puisse s'agrandir. Et c'est une victoire pour nous, mais c'est aussi une victoire, j'espère, pour la ville, de pouvoir avoir pu se mettre face à l'État et de dire, bah oui, j'outrepasse peut-être à une forme de responsabilité et je vais aller construire. Voilà. Il y a des villes qui vont loin, il y a des villes qui se disent accueillantes. L'Anvita est un réseau qui a été créé, en tout cas sur cette charte de l'accueil, par exemple. Pour répondre à cette question, par rapport aux institutions et en particulier au droit commun, comment oui, c'est qu'il il ne faut pas avoir de discours monolithique sur la question. Il se passe beaucoup de choses. C'est tout le paradoxe de la situation dans laquelle on est actuellement. On a à la fois l'impression, et puis le temps des élections était particulièrement déprimant de ce point de vue, sur le sentiment de discours xénophobe, de cette institutionnalisation d'une certaine manière d'une forme de racisme, enfin voilà, de discours qu'on a tellement entendus et qui sont se durcir et se généraliser. Et malgré tout, au niveau très concret de nos interlocuteurs institutionnels, c'est-à-dire quand il s'agit d'accompagner un jeune à la passe, c'est-à-dire au premier accueil pour la santé, eh ben on rencontre, ça va dépendre d'une institution à l'autre, mais on va rencontrer surtout des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de bien faire leur métier, qui aimeraient accueillir et qui sont soit débordés, soit ne savent pas comment faire. Et dans ce lien avec les associations, avec MSF ou d'autres, alors quelque chose de l'ordre de la bienveillance peut s'installer. Et il y a une espèce de soulagement, au fond, parmi beaucoup de fonctionnaires, de médecins, de psychologues, de travailleurs sociaux, de se dire qu'au fond, ils peuvent regagner des marges de manœuvre parce que plutôt que de se retrouver face à des gens qui ne parlent pas la langue, qui les terrorisent parce qu'ils ne savent pas bien comment le prendre, avec une incertitude sur les attentes de leur hiérarchie, et bien finalement de se retrouver face à des collectifs, à des associations, les choses redeviennent possibles et deviennent des véritables alliés pour la prise en charge de ces jeunes, en l'occurrence, des mineurs, des migrants. Il faut voir, par exemple, comment du personnel enseignant se mobilise pour accueillir et parfois obtenir les papiers que les collectifs ou MSF n'arrivent pas à obtenir. C'est-à-dire qu'il y a des alliances, au fond, qui marchent. Et donc, il y a aussi une vraie réflexion à l'échelle de la France, et même au-delà, en fait, des collectifs, des associations qui essaient de se retrouver entre Calais, Briançon, la frontière franco-espagnole, la frontière italienne, pour échanger sur leurs pratiques, et dire c'est quoi le coup d'après, quoi. Il se passe des choses, et suivant et on a des interlocuteurs dans certaines mairies, on a des murs face à d'autres, mais il y a une véritable diversité et au niveau local des situations qui font croire que la résistance est possible et concrète et qu'il y a beaucoup d'alliances possibles. Mais elles sont fragiles et elles sont sous pression très souvent, quoi. J'aime bien l'idée d'entendre des frontières d'échange. On parle beaucoup de frontières et en général pas comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou pas? Il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être que vous auriez envie de poser des questions directement aux interlocuteurs? Non? D'autant plus qu'on a des spécialistes, je sais, dans la salle, de beaucoup des points dont on a parlé. Non, il n'y a aucune question, donc on poursuit encore un petit peu. Oui, ok. Moi, je suis ravie de
voilà, de cette proposition un peu plus positive. Non pas que je m'illusionne, et bien sûr, tout ce qu'on dit est très, très... voilà, il dit une situation désastreuse, bien sûr, mais effectivement, il y a finalement l'adversité de plus en plus de formes aussi différentes de propositions. Et là, on vient de parler typiquement de ce qui se passe aussi bien dans les universités que dans les écoles, avec des formes d'accueil ou d'accompagnement absolument différents, des programmes qui se mettent en place. Voilà, on ne va pas les rentrer dedans, mais c'est vrai qu'il y a enfin des nouvelles choses. Je reviendrai bien sur la question du logement et de l'hébergement citoyen, parce que c'est devenu un élément absolument central. Ça ne l'était pas il y a encore quelques années, ces possibilités-là. Et aujourd'hui, ça devient finalement ce qu'avait proposé, il me semble qu'Utopia était vraiment une des premières associations à lancer cette proposition avec des programmes et avec des formules tout à fait particulières, puisque dans mon souvenir, en tout cas, quand je travaillais un petit peu plus sur la question du centre de premier accueil de la Chapelle, donc, que Utopia, d'ailleurs, en tout cas, que vous venez de considérer comme quelque chose qui avait été détruit, mais il a toujours été question pour le centre de premier accueil que ça ne durerait qu'un temps. Ça avait été vraiment la proposition initiale, je crois, de la mairie de Paris, qui, voilà. Donc ce centre de premier accueil qui a disparu en mars 2018, où Utopia avait un rôle très important, en l'occurrence, de s'occuper en particulier des personnes qui ne pouvaient plus du tout rester dans ce centre et qui n'avaient pas été accueillies dans des centres d'hébergement, propose des nuitées chez l'habitant, qui sont des nuitées courtes. Alors je sais qu'il y a d'autres programmes où les nuitées sont plus longues, mais enfin à des formes comme ça. De ce point de vue-là, est-ce que ce réseau, c'est une question qui est très importante, est-ce que ce réseau grandit? Est-ce que ce réseau se renforce? Est-ce qu'il prend d'autres visages? Ce réseau s'épuise un peu. S'épuise. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a cette nécessité, en revanche, de renouveler, ou du moins de mieux accompagner. Et en effet, en fonction des dispositifs, c'est très différent. Par exemple, sur la question des mineurs isolés, il y a un accompagnement sur le long terme qui fonctionne. Et en effet, là, le réseau se dépasse, augmente. Après, sur les questions à la nuitée, sur l'hébergement des familles, c'est plus compliqué, notamment parce que les besoins, la demande. Et puis, il y a cette nécessité de se renouveler parce qu'en effet, on peut faire ça un temps, mais le faire tout le temps est particulièrement compliqué. En revanche, la question de l'hébergement citoyen à Utopia, c'est vrai que c'est formidable parce qu'en plus d'un hébergement, c'est aussi une bienveillance, c'est tout cet accompagnement qui finalement l'État n'arrive pas à offrir. Parce que c'est bien d'être pris en charge, d'être accompagné par l'État quand on est mineur. Si c'est pour être mis dans un hôtel et complètement abandonné, finalement ça fait qu'une toute petite partie du job. Et là, on le voit par exemple sur le campement aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes qui sont, eux, à l'hôtel, viennent sur le campement la journée. Parce que justement, il y a ce cadre d'accompagnement et se dire, on n'est pas seul. En revanche, on pense que c'est une réelle part de la solution. Après, il faut évidemment que ce soit encadré, porté et dynamisé par... sûrement, c'est là que l'État a un rôle dans cette organisation et cette construction. Et ensuite, c'est formidable. À titre personnel, par exemple, moi, je suis arrivé à Utopia au travers de l'hébergement citoyen, à travers d'un mineur qui s'appelle Ibrahim, qui dormait à la rue, et Utopia ne faisait pas encore d'hébergement citoyen et avait mis un post sur Facebook: est-ce que quelqu'un peut l'héberger une semaine? Il est resté 6 mois à la maison. Il parlait pas français, il ne parlait qu'arabe, et on a construit ça ensemble, et ça m'a construit puisque je suis là aujourd'hui. Ça permet finalement de construire ce lien, construire cette sensibilité et construire cette connaissance de toutes les difficultés qui sont liées à l'exil. Et en plus, ça se partage. C'est-à-dire que mon expérience, autour de moi, il y a des personnes qui l'ont répété derrière. Et je pense que c'est une vraie porte d'entrée pour la construction à venir. Voilà. Oui. Non, mais je vais évidemment donner la parole, mais c'est intéressant de voir que là, c'est effectivement l'expérience de l'hébergement, finalement, qui a permis de créer cette rencontre, entre guillemets, finalement, qui fait que
voilà, peut se faire une expérience commune et un accueil au sens le plus fort, disons, du terme, hein, qui est pas... Voilà, ouais. À l'inverse, quand même, il n'a jamais été reconnu mineur alors qu'il avait 15 ans. Et donc, il a voulu partir en Angleterre. Et il est parti il a fui en Angleterre, étant donné qu'il n'a jamais été reconnu mineur en France. Et alors, est-ce que pour ce cas-là, il retrouvait un réseau ou de la famille ou des contacts en Angleterre ou non, du tout. C'est souvent, on raconte cette oui. volonté de toutes les personnes qui sont à Calais de partir en Angleterre. Non, ça pas. Enfin, une partie part d'une fuite. Tout le monde. Oui. Il y a un chiffre qui est assez éloquent pour parler de ça. C'est quand il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais. Il y avait à peu près 10 000 personnes. Une grande partie se sont fait dédubliner et sont restées en France. C'est-à-dire qu'il y avait une porte de possibilité de déposer une demande d'asile et d'être accueillis. Ils sont restés en France. Une partie, en effet, ça a été du rapatriement familial et sont partis en Angleterre. Mais en revanche, une grande partie des personnes qui sont aujourd'hui à Calais fuient les conditions d'accueil en France et en Europe. Et c'était le cas d'Ibrahim. Et en revanche, non, quand il est arrivé, il a été reconnu mineur. Il a appris l'anglais. Aujourd'hui, il parle anglais, français, arabe. Il a été élu élève de l'année. Aujourd'hui, il travaille. Et voilà. Et ça a permis de débloquer ça derrière. Mais c'est vrai que c'était particulièrement dur pour lui de ne pas être accepté pour ce qu'il était. Et c'est ça qui l'a poussé. Parce qu'en soi, on aurait pu quand même construire quelque chose en France, mais en effet sur une base fausse, une base d'un mensonge, qu'il était plus vieux qu'il ne l'est. Et ça, il ne le voulait pas. Et c'est ce qui l'a poussé à partir. Et sur la petite anecdote, parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait du traumatisme, un des premiers choses qui est assez classique finalement, c'est que quand il venait dormir, il n'enlevait jamais ses vêtements. Jamais. Et j'ai eu beau insister pour dire prends ce pyjama, et il ne l'a jamais fait. Et 2 ans plus tard, donc ça a pris 2 ans, il m'appelle d'Angleterre en me disant tu sais quoi, j'ai mis un pyjama. Et donc voilà, c'est long. Ça me faisait juste penser que le film, encore une fois, de Caroline Darochi le montre, hein, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence collective au travail, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est inventé là dans l'accueil citoyen qui était assez inédit, enfin, qui est sans doute pas inédit, qui est la redécouverte de choses qui ont été découvertes à d'autres époques. Je pense qu'au moment des Boat People en France, il y a eu cette mobilisation très très forte également, sous l'occupation aussi, pour d'autres raisons bien entendu. Mais cette question de se faire... De se faire hébergeur, de se faire accueillant, c'est à la fois une expérience individuelle et en même temps elle se vit dans un mouvement collectif où s'apprennent des choses. Et ce que montre le film de Caroline Darochi, il me semble, on voit les coordinatrices, coordinateurs qui donnent les règles. Tu dois être comme ça, tu dois essayer de garder cette distance, etc. Donc il y a une action, enfin, quelque chose qui semble être très intuitif, très du côté de l'éthique, mais qui doit se penser et qui doit aussi affronter la difficulté des limites de l'accueil, des limites individuelles pour accueillir. Et il y a tout ça qui est la partie très compliquée, en particulier, je pense, quand on parle de minorité. Et tout ce discours sur l'enfance envoie une image d'innocence, de facilité. On a tous envie d'accueillir un enfant. Quand on parle d'adolescence, ça devient plus compliqué tout de suite. Et quand on parle d'adolescence, mais on se demande si c'est vraiment des adolescents ou peut-être des majeurs, et qu'en tout cas, il y a un doute autour de ça, qu'on est face à des grands jeunes hommes aussi, ou même des jeunes filles d'ailleurs. Hein, il peut y avoir, il y a du dur, il y a de la difficulté, il y a éventuellement de l'affrontement, il y a des choses... Et ce geste tellement beau de l'accueil, il est renvoyé, il s'épuise dans la solitude dans laquelle il est renvoyé. Donc, pour qu'il subsiste, pour qu'il se tienne, il faut qu'il y ait un maillage autour, il faut qu'il y ait une capacité à penser ensemble l'accueil, à avoir des relais autour avec des professionnels, des soignants qui peuvent anticiper, accompagner les moments de passage à l'acte qui arrivent très souvent chez ces jeunes, tentatives suicidaires, violences, qui est le reflet de tout ce qui les travaille hein, à leur âge. Hein, c'est la clinique de l'adolescence de manière générale, mais en particulier face à la violence dont ils ont été les victimes par le passé. Et pour que l'accueil reste quelque chose de vivant, il faut qu'il soit étayé. Il faut qu'il soit étayé par des gens qui le pensent ensemble de différents points de vue, en tant que soignant, en tant que professionnel, en tant qu'éducateur, pour accompagner
cet hébergement possible. Aman, le mot de la fin. Est-ce qu'on entend aussi dans les témoignages, enfin c'est pas des témoignages d'ailleurs, mais dans les espaces de parole qui sont ceux de l'Orspur Samdara aujourd'hui, ou aussi des éléments sur cet accueil, mais pas que sur le non-accueil, chez les jeunes? Chez les jeunes, de temps en temps, on entend, parce que l'espace, il est créé, il faut rappeler que depuis 2020, après presque avec le Covid, du coup, il y a certaines personnes qui viennent de temps en temps, il y a certaines qui viennent régulièrement. Et bien sûr, quand on entend, surtout, comme tout à l'heure, vous l'aviez dit, que par rapport aux Ukrainiens, tout ça, ils avaient tous, les majorités, ils avaient le sentiment qu'on on est parti sur les 10e classe. Il y a aussi, comment dire, les Européens qui viennent ici, qui prennent notre place. Du coup, toujours qu'on attend notre tour, notre chance, peut-être que le reste, on va le prendre, quoi. Et il dit comme ça, brutement, dire que quand tu entends ça, et autant qu'un étranger qui accompagne les personnes, qui donne le moral pour les personnes, je dis peut-être moi, j'ai besoin de moral pour écouter ça. Et ça, c'est compliqué d'avoir à entendre. Mais pour les hébergements, j'accompagne aussi les personnes qui hébergent à la maison ou dans leur appartement. Et il y a aussi, comment dire, je pense, même pour les personnes qui accueillent, il faut leur former avant de l'envoyer les personnes, quelqu'un qui les accueille, parce que ça peut arriver des chocs culturels, ça peut arriver aussi. C'est mal entendu parce que les personnes qui viennent, qui sont un peu déprimées, il y a la barrière des langues, il y a aussi la barrière des cultures. Tous, ça peut arriver aussi. Peut-être que on peut faire l'inverse. Au lieu d'accueillir dignement, peut-être que la personne ou les personnes qui accueillent, peut-être qu'ils se retrouvent dans un endroit qui peut créer des problèmes plus. Merci beaucoup. On a la spécialiste dans la salle des accueils en hébergement, donc citoyens, Évangeline Masson-Diez. Donc, c'est effectivement tout un ensemble de problématiques qui sont posées là, avec cet accueil. Bien sûr, c'est un ensemble de questions à la fois culturelles, sociales, psychologiques, etc. Mais je crois aussi que ce qu'on a montré, donc, c'est que venait se cristalliser vraiment autour de l'âge de ces enfants et de ces jeunes, une violence institutionnelle particulièrement virulente en ce moment, hein, effectivement. On sort de législatives qui sont un gros choc, puisqu'elles installent finalement dans le paysage politique toute une force qui est radicalement contre des politiques d'ouverture migratoire. Mais on voit cette violence d'un côté et en même temps des formes de résistance inscrites directement jusqu'au cœur finalement des deux familles, hein. À travers ces accueils, ces formes d'accueil, à travers des actions associatives extrêmement fortes qui se déploient quand même, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, qui même se déploient sur d'autres territoires. Voilà, et on n'a pas eu tout le temps nécessaire pour rentrer à nouveau dans les évaluations, etc. Mais heureusement, tu as pu en parler. Donc je vous remercie beaucoup, vous tous, donc Nicolas, Xavier et Aman, de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.